Mesdames et messieurs, bonsoir. Le débat politique aujourd'hui porte sur une question, sur une préoccupation, voire même un sujet d'inquiétude et même d'angoisse. Comment éviter les violences autour des élections? Nous allons confronter les réponses que nos invités vont bien vouloir nous proposer. Nos invités qui sont pour le RHDP. Madame Raymonde Goudou Kofi, membre du conseil politique du RHDP et ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Monsieur Epiphane Zorobi Balo, lui aussi est membre du conseil politique du RHDP. Il est secrétaire d'État au renforcement des capacités. Pour le FPI, Monsieur Kwaku Kra, vice-président du Front populaire ivoirien, chargé des élections, ancien député de Nation. Et pour le PDCI, Monsieur Amédée Dibaï Dodo, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et député de Ibogué, de la circonscription de Ibogué-Namané, dans le département de Issia. Ça fait 2 représentants du parti au pouvoir, qui sont 2 membres du gouvernement. Face à eux, 2 représentants de l'opposition, des parlementaires, un ancien parlementaire et l'autre parlementaire député en exercice. Merci d'être venu. Merci. Je voudrais tout de suite que nous examinions ensemble toutes ces questions qui portent à débat, à commencer par les modifications quasi systématiques qui interviennent dans la législation électorale, presque à chaque échéance. Ces modifications, sont-elles opportunes ou opportunistes? Ces modifications sont-elles nécessaires ou stratégiques? Madame le ministre. Merci. Avec des exemples peut-être à l'appui, pensez-vous que ce soit stratégique ou nécessaire? C'est nécessaire, ce n'est pas stratégique. Vous savez, le monde politique évolue. Les situations politiques que nous avions en 1990, en 1999, en 2010, tout récemment, à peine 10 ans, et même en 2015, aux prochaines élections, les choses évoluent. Et donc, c'est important quand même que l'on puisse ensemble se retrouver et, autour d'une table et discuter ensemble et voir un peu ce qu'il faut apporter pour améliorer, même déjà améliorer l'environnement même politique déjà. Alors, pour répondre à votre question, franchement, je pense que ce n'est pas stratégique parce que cela ne répond pas à une idée de vouloir à tout prix faire des changements. Mais lorsque le besoin se présente, aussi bien du côté de l'opposition que du côté du parti au pouvoir, on décide de se retrouver et puis de voir ce qu'il faut faire. Je pense que c'est opportun. C'est opportun. Monsieur Zorobi, est-ce que c'est un peu partout comme ça? Ah, oui, absolument. Lorsque nous préparons des élections, lorsque un État prépare des élections, il y a ce qu'on appelle différentes phases du cycle électoral. Et l'examen ou la réexamen du dispositif législatif fait partie de la première phase du cycle électoral. Il est important que d'une élection à une autre, il y ait une évaluation de comment les différentes opérations électorales ont été conduites, de sorte qu'on tire les enseignements de l'élection précédente et qu'on adapte le dispositif législatif aux nouveaux enjeux, parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Nous voyons que depuis les élections de 2015, l'environnement institutionnel a changé. Nous avons eu une nouvelle constitution en 2016. Nous avons également eu depuis 2019 une nouvelle commission électorale indépendante. Donc il était important et il est important d'examiner l'ensemble du dispositif législatif pour s'assurer que tout cela est conforme à la loi fondamentale et tout cela est conforme aux intérêts de la démocratie. Et cette modification se fait dans
un environnement de concertation parce qu'il est important que les différents acteurs politiques aillent à ces élections avec un minimum d'entente sur le dispositif législatif, sur l'environnement institutionnel. Oui, dans les dispositions, nous allons revenir sur quelques points de détail, mais oui. Je voudrais que M. Kokoukra nous dise que est-ce que c'est... J'ai envie de demander, est-ce que c'est normal qu'à chaque échéance, presque, on touche à des textes fondamentaux comme le code électoral, la Constitution même? Bien, merci de l'occasion de nous adresser à la nation ivoirienne, au monde entier. Nous sommes à l'entame de la nouvelle année. Nous profitons pour vous souhaiter les vœux les meilleurs. Merci. Et au nom du Front populaire ivoirien et au nom de son président Pascal Affi N'Guessan, vous dire que nous sommes des enfants des élections et nous savons ce que c'est que les élections. Et donc, votre question est fondamentale. Est-ce les changements sont opportuns ou les changements sont opportunistes? Oui, les changements sont opportuns. Les changements sont nécessaires parce qu'il faut adapter les conditions électorales, le cadre légal des élections à l'environnement national et à l'environnement international. Mais c'est opportuniste par la manière dont les choses s'opèrent. Ah, c'est les deux à la fois. Oui, bien sûr, et c'est ce que nous déplorons en l'état actuel par nos amis du RADP qui apparemment veulent tailler des lois sur mesure. Voilà. Et ça, c'est vraiment stratégique et c'est opportuniste. Monsieur Dibaï Dodo, c'est pas comme ça qu'on commence à soupçonner le tripatouillage? Merci. Je voudrais remercier la direction de la RTI qui nous a invités à participer à ce débat qui a pour thème comment éviter les violences autour des élections. Évidemment, je voudrais aussi remercier mon parti, le président Henri Kounamedié, le professeur Dikawe, qui nous ont autorisés à participer à cette émission. Mais pour revenir à votre question, vous savez que les modifications ou les changements dont on parle peuvent se faire. Mais la période choisie pour le faire n'est pas opportune. Nous savons tous que, en ce qui concerne les élections de 2020, des candidats déclarés ou des candidats potentiels sont déjà sur le terrain. Et nous ne pouvons pas accepter que, pendant que tout le monde est lancé, qu'on vienne pour changer ou modifier la Constitution. Ce que nous demandons, c'est de mettre en harmonie simplement le code électoral qui est vétuste par rapport à la Constitution qui est toute récente, qui date que du 8 novembre 2016 et qui ne pose pas de difficultés. Il n'y a pas de crise institutionnelle pour qu'on puisse modifier la Constitution. Alors, nous constatons que le plus souvent en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, par moment, les modifications sont opportunistes. Alors, nous ne sommes pas d'accord pour que, ma foi, les opérations de changement ou de modification se fassent à tout moment et à tout bout des champs. D'accord, je pense que nous allons aller avec des exemples. Les conditions d'éligibilité sont celles-là qui ont beaucoup créé des débats en Côte d'Ivoire. On se rappelle le « et » et le « ou », toute la pérégrination que cela a dû provoquer. Aujourd'hui, dans les discours, on entend parler de limite d'âge. Est-ce opportun? Je ne sais pas si on parle de la même Côte d'Ivoire où nous vivons. Je ne sais pas si c'est d'un autre pays dont on parle, mais permettez que je puisse juste répondre un tout petit peu à M. Kra. Nous sommes assis ensemble au dialogue politique, nous participons au dialogue politique et les fameux tripatouillages dont il parle, je m'étonne. Ça veut donc dire qu'il serait comptable également de ces fameux tripatouillages, puisqu'il a participé au dialogue politique. Je suis membre également. Depuis, on s'est vu par rapport donc à la commission électorale indépendante, il était présent. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le code électoral. Le FPI, à travers M. Affi N'Guessan, est représenté par son vice-président ici. Donc je suis étonnée qu'on parle de tripatouillage. Mais enfin bon, je pense que les mots, on les utilise un peu parce qu'on a l'habitude de vouloir choquer. En fait, je pense que les Ivoiriens nous regardent, les Ivoiriens ont vraiment besoin de tranquillité. Les
les Ivoiriens ont vraiment besoin d'aller aux élections, à des élections apaisées. D'accord. Donc, Est-ce opportun de bouger la limite d'âge, par exemple? Mais qui vous a dit qu'il y a une limite d'âge? Voilà. Dans la Constitution, Je dis par exemple. Mais il n'y a pas de limite d'âge. Vous avez bien entendu le président de la République, je suppose qu'en tant que journaliste et puis en tant qu'homme politique ici, vous avez bien suivi le discours de son Excellence, Monsieur le Président du parti, le président Alassane Ouattara, dimanche, au Palais des Sports. Il a même dit, en rigolant, mais je pense qu'il le pensait réellement, que même les centenaires pourront se présenter. Alors, Et qu'il ne serait pas centenaire de sitôt. Et voilà, bon, vous voyez, vous avez bien entendu. Alors donc, c'est pour vous dire que dans la Constitution, il n'y a pas de limite d'âge. Et cette Constitution, elle a été adoptée, n'est-ce pas, à une très large majorité. Donc, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on commence à nous parler de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Et puis d'ailleurs même, qui aujourd'hui sait quel sera le contenu de ce réaménagement technique dont a parlé le président du parti, le président Alassane Ouattara. Il a parlé simplement d'un aménagement technique. Il a dit de ne pas s'inquiéter. Les fondamentaux même de la Constitution ne seront pas touchés, c'est-à-dire les limites d'âge et autres. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Tout le monde pourra se présenter. Le président l'a dit. Tous ceux qui souhaitent se présenter aux élections se présenteront aux élections. Donc, vraiment, je ne sais pas où se trouve actuellement la difficulté, si ce n'est cette envie en permanence d'alerter les populations sur ce qui n'est pas. Donc, je pense que vraiment, la Constitution, ce n'est pas encore le cas. Parlons actuellement, nous préparons les élections. Le sujet, le débat de ce jour, c'est bien, il s'agit bien du code électoral pour savoir, enfin, comment on peut arriver à avoir des élections apaisées. Donc, alors, évitons d'anticiper sur des choses qui ne sont pas encore, faites, qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas annoncées. Mais en plus de ça, excusez-moi, Monsieur Bagnetti, mais je dis, quand le président du parti dit n'ayez crainte, rien ne va se passer, je pense que c'est un discours apaisant. Donc, allons doucement, sereinement, et vous allez voir que tout va bien se passer. N'ayez crainte. D'accord. Oui, un complément. Je crois, oui, en tant qu'acteur politique, il faut faire attention aux termes que nous utilisons. Lorsqu'on parle de tripatouillage, c'est des expressions suffisamment graves. C'est des expressions suffisamment graves. Il ne faut pas faire de procès d'intention. Nous sommes là pour éclairer les Ivoiriens, pour informer les Ivoiriens. Et s'il y a des points précis sur lesquels il y a problème, on voudrait s'interroger, on peut en débattre. Chacun des points. Aujourd'hui, le dialogue politique a lieu sur la question du code électoral. À quel niveau se trouve le tripatouage? Lorsqu'on parle de tripatouage, c'est lorsqu'il y a des changements, des modifications qui se font de façon clandestine, mais il ne s'agit pas là. Toutes les questions sont portées dans le cadre du dialogue politique où le parti au pouvoir et l'opposition échangent. Et puis après cela, si cela nécessite des changements législatifs, la question des changements législatifs, la question sera portée au Parlement, où les députés à la fois du pouvoir et de l'opposition sont représentés. Et c'est à l'occasion des discussions que nous aurons que si changement il doit y avoir, il y aura des changements. Mais pour l'heure, c'est des échanges sur l'adaptation du code électoral au nouvel environnement économique, social et institutionnel suite à l'adoption de la nouvelle constitution, suite à la réforme de la commission électorale et bien d'autres questions que les membres du dialogue politique sur lesquels les membres du dialogue politique sont en train de discuter. J'arriverai à vous, mais est-ce que le découpage électoral n'est pas prévu dans les discussions actuelles? Non, mais vous savez bien que le découpage électoral, c'est la CEI qui est en charge, n'est-ce pas, de proposer au gouvernement le découpage électoral. Voilà. Donc, lorsque il en sera question, ce document arrivera donc sur la table du gouvernement. Le gouvernement donc statuera, le présentera en Conseil des ministres au président de la République qui l'adoptera s'il le souhaite. Mais pour le moment, nous avons parlé, n'est-ce pas, je peux sans vraiment donner le contenu du dialogue politique. Monsieur Kra, je le prends à témoin devant la nation ivoirienne. Rien n'a été, n'est-ce pas, rejeté du revers de la main. On en conviendra. Mais on a dit que comme pour le moment, on parle essentiellement du code électoral, on a décidé que l'environnement, les autres thématiques qui concernent l'environnement national qui tourne autour des élections seront pris en compte dans un autre volet. Voilà, donc il est témoin, rien n'a été rejeté. Donc je pense qu'aujourd'hui, faisons l'effort vraiment d'aller à l'apaisement. Vous validez, monsieur? Je ne valide pas parce que
nous sommes quand même des contemporains, nous sommes témoins de beaucoup d'actions. Et la Constitution dont on parle tout à l'heure, cette Constitution, vous savez que l'opposition n'a pas pris part au vote de cette Constitution. Et quand nous disons tripatouillage, nous le disons à dessein et en connaissance de cause. Effectivement, il y a des dialogues politiques qui se créent. Mais quel est le contenu réel de ces dialogues politiques? Quelle est l'issue? Quel est le résultat? Lorsque, après des dialogues politiques, nous voyons que la majeure partie des acteurs politiques sont en déphasage avec le gouvernement, en déphasage avec le RADP. En témoignent tous les cris que nous entendons aujourd'hui par rapport à la commission électorale, parce que la commission électorale fait partie du jeu électoral, c'est l'administration électorale. Nous allons arriver dans le détail. Cette commission électorale déjà est sujet à caution. Et voilà que nous devons entreprendre effectivement la réforme du code électoral pour l'adapter à la nouvelle constitution. Pendant que nous faisons des efforts pour l'adapter à la nouvelle constitution, on nous évoque la modification de cette nouvelle constitution. Alors qu'on nous avait prédit que cette nouvelle constitution allait apporter la paix. D'où vient que pendant la compétition, nous sommes en préélectoral. En préélectoral, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faut garantir la sérénité des populations et il appartient donc au chef de l'État de le faire. Il appartient au RADP qui est parti au pouvoir de le faire. Si je vous comprends bien, vous êtes d'accord pour qu'on touche au code électoral pour l'adapter, mais pas à la Constitution, c'est ça? Oh ben, la Constitution, pour le moment, ce n'est pas opportun. La modification de la Constitution, ce n'est pas opportun. Par contre, si ça vous arrange, la réforme du code électoral est nécessaire. Parce que nous avons une nouvelle commission électorale et nous avons une nouvelle constitution. Il faut adapter le code électoral qui prend ses fondements depuis 2001. Il faut l'adapter à la nouvelle constitution de 2016 et il faut faire en sorte que la nouvelle commission électorale également puisse s'adapter au nouveau code électoral que nous faisons. Monsieur Dibaï Dodo. Oui, le PDCI qui est constant dans la recherche de la paix, heureux d'être ici pour pouvoir participer à la réduction, je dirais, des violences autour des élections. Mais en ce qui concerne précisément la question que vous avez posée concernant la limitation d'âge et le découpage, je pense que c'est par exemple, ces deux exemples. Voilà. Si d'aventure, parce que nous sommes à l'Assemblée, nous n'avons pas encore reçu ces projets, les projets de loi dont le gouvernement parle, mais si d'aventure c'était dit dans ce projet, si on proposait la limitation d'âge, ça voudrait dire que nous visons des adversaires qu'on veut éliminer parce que les adversaires qui ont déjà déclaré leur candidature, peut-être que seront visés dans les conclusions de ce projet et le vote. Et je pense qu'à ce niveau, il faut éviter de créer maintenant de nouvelles tensions. Le pays en a connu suffisamment. Nous avons l'expérience de toutes ces crises. Il y a eu bien des crises profondes par rapport à ces modifications. Et maintenant que le pays va vers la paix, il faut qu'on évite. Et on nous parle de dialogue. Bon, le dialogue, il faut aller au dialogue. Mais quand on est au dialogue, tout ce qui se dit aussi, il faudra que le pouvoir écoute l'opposition. Nous allons au dialogue et ce que nous proposons au cours de ce dialogue n'est pas accepté. Et dans ce cas, est-ce que vous notez quand même qu'il y a un courant de pensée qui voudrait bien que l'on passe le témoin à une génération plus jeune, les autres générations ayant fait leur preuve et tout. Est-ce qu'il faut laisser la population choisir son candidat? Justement. Ou bien est-ce qu'on peut boucler ça dans la Constitution? Oui. Vous savez que ou dans le code électoral. C'est chaque parti qui choisit son candidat. Et en fonction de ce que représente comme valeur ce candidat. Nous ne pouvons pas accepter que bien d'autres personnes décident de désigner les candidats de ces partis. La loi est déjà déterminée et l'âge est connu et nous allons dans ce sens. Et le passage des témoins, c'est au sein des partis, ça peut se faire. Mais avec l'onction, je veux dire, des électeurs qui choisissent et qui élisent le candidat que les partis présentent. D'accord. Je voudrais que l'on puisse apprécier un peu l'enjeu du scrutin présidentiel qui arrive de 2020. Nous avons rencontré un politologue
qui nous situe sur cet enjeu. Ces élections représentent un risque au regard de toute la menace terroriste dans la sous-région. Les terroristes sont des personnes qui cherchent toujours à profiter du chaos. Ce sont des stratèges. Ils regardent, ils observent et ils exploitent les failles. Donc c'est le fait d'exploiter des failles qui leur permet de s'épanouir et de prospérer. Donc les hommes politiques, les acteurs politiques, institutionnels devraient prendre en compte cette dimension, le fait que le terrorisme transnational est la première menace à la sécurité des États aujourd'hui, faire en sorte que la stabilité soit de mise, de sorte à servir déjà des remparts à toute velléité des terroristes ou des groupes djihadistes contre la Côte d'Ivoire. Quand nous regardons le chemin que nous avons parcouru, notamment tout ce que nous avons pu avoir à la suite de l'élection présidentielle de 2010, on devrait faire en sorte que l'élection de 2020 soit une élection apaisée. Elle devrait être cette élection qui permette véritablement de souder toutes les plaies, de tourner la page et d'orienter la Côte d'Ivoire vers une destinée de stabilité et de développement. Les partis politiques jouent gros. Ils jouent gros dans la mesure où il s'agit de leur relation à la masse, de leur relation à la population, de leur relation aux institutions. Et donc, ils devraient se comporter comme des acteurs responsables et mettre au devant l'intérêt général, penser à construire une Côte d'Ivoire où règne la paix et donc faire intervenir leur bonne volonté dans le cheminement de tout le processus électoral. Voilà. Madame le ministre, le cautionnement qui est en hausse. Nous sommes une chaîne de services publics, nous ne voulons pas être le relais de rumeurs. C'est pourquoi nous nous adressons à vous pour vraiment vérifier l'information. Les changements à venir envisagent-ils d'augmenter le cautionnement? Envisage-t-il de demander le parrainage par des élus? Écoutez, moi, avant de vous répondre, permettez, parce que juste avant l'élément, oui. Vous aviez passé la parole, donc je vais surtout rebondir sur l'intervention de M. Dodo Gwali. Alors, Dibaï Dodo. Pourquoi moi je l'appelle Gwali alors? Bon, excuse-moi. Monsieur Dibaï Dodo. Alors, vous savez, c'est ce genre d'analyse qui perturbe les populations. Pourquoi déjà mettre dans l'esprit des gens que on est pratiquement en campagne, qu'il y a des candidats déclarés qui sont potentiels ou qui sont déjà sur le terrain, mais la campagne n'est pas ouverte. Justement. Alors, je ne comprends pas. Alors, comment vous pouvez déjà mettre dans l'esprit des gens qu'on veut éliminer des personnes parce qu'elles auraient un certain âge? Un chat, c'est un chat. On est d'accord. Le président de la République, le président du parti, a bien précisé. Vous êtes fébrile. Depuis que le président a dit qu'il allait faire des réaménagements techniques, tout le monde est fébrile. Je ne sais pas pourquoi. Mais gardez votre sérénité. Il a dit, mais attendez, si maintenant, au moment de le faire, vous vous rendez compte qu'il n'a pas tenu parole, à ce moment-là, vous allez réagir. Mais vous préparez déjà insidieusement, n'est-ce pas, l'esprit de la population à ça. Et quand ça ne va pas arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir la honte? Non, écoutez, moi je pense sincèrement que vous parliez tout à l'heure comment éviter la violence. C'est comme ça que ça commence. C'est préparer l'esprit des gens, dès maintenant, à se dire que quand les élections vont arriver, alors préparez-vous à ce qu'il y ait la chienlit, préparez-vous à ce qu'il y ait l'hécatombe, préparez-vous à ce qu'il y ait l'apocalypse. C'est comme ça, c'est avec des propos comme ça qu'on arrive à la situation. Pour l'instant, on n'a pas entendu ça sur le plateau. Ah non, mais non, moi je dis non, le fait même de commencer à mettre le doute dans l'esprit des gens par rapport à une constitution, n'est-ce pas, qu'on n'a même pas encore, dont on n'a même pas encore apporté les aménagements techniques, je dis bien techniques, mais on revient là-dessus, depuis qu'on est là, on revient là-dessus. Ce n'est pas nécessaire. Laissez tomber ça, et quand ça va arriver, vous aurez l'opportunité. Les âges, là, on a dit jusqu'à 100 ans. Donc jusqu'à 100 ans, là, vous pouvez venir. Ce n'est pas un problème. Voilà, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Donc justement, les 100 ans iront aux élections. Donc ça ne peut pas être voilà, le cautionnement et les parrainages dont on a entendu parler. Voilà, oui. Si vous voulez vous je voudrais donc réagir là-dessus. Avant de réagir, je suis très heureux de savoir qu'ici, il y a un consensus sur la nécessaire réforme législative pour adapter nos textes à l'environnement juridique, surtout la Constitution
mais également le code électoral. Non. Il est nécessaire, nous sommes d'accord. Nous sommes pour le code électoral. Le code électoral, d'accord. Il y a un consensus sur le code électoral parce que c'est l'élément qui fait l'objet de dialogue politique. Pour l'heure, évitons les supputations et évitons les procès d'intention parce que nous n'avons aucune information quant au contenu de ce que pourrait être la réforme de la Constitution. Mais le président du RHDP l'a dit. Il s'agira de faire des réaménagements, une espèce de toilettage, parce que les experts même qui ont rédigé la Constitution ont compris qu'il était important d'en faire une relecture. Mais encore une fois, le président est revenu là-dessus. Il ne s'agira pas d'écarter qui que ce soit. Alors, parlons de l'existant, évitons de faire les procès d'intention. Maintenant, sur la question du cautionnement. Sur la question du cautionnement, peut-être encore là, comme nous n'avons pas d'éléments précis sur les nouvelles dispositions à prendre, mais sur le principe du cautionnement, nous sommes d'accord. Sur le principe du parrainage, nous sommes d'accord. Le cautionnement a pour effet d'éviter les candidatures fantaisistes. Une élection, ça a un coût. Un candidat aux élections présidentielles, ça a un coût. Un coût pour le budget de l'État. Mais également, lorsqu'on parle de budget de l'État, un coût pour le contribuable. Donc l'élection a un coût. Ne serait-ce que par rapport à la confection des bulletins de vote, ne serait-ce que par rapport à toutes les dispositions que l'État doit prendre pour chacun des candidats déclarés. Mais la démocratie a un coût. Ah oui, mais absolument. Le cautionnement fait partie du jeu démocratique. Quelquefois, lorsqu'on parle du cautionnement, on se dit, mais est-ce qu'un candidat peut fournir 100 millions, mais une élection présidentielle, une campagne présidentielle, c'est pas à 100 millions près. Parcourir toute l'étendue du territoire, faire un programme de société, partager le programme de société à l'ensemble de nos concitoyens, cela a un coût. Alors le cautionnement, ça vise à s'assurer du sérieux de la candidature, du sérieux de l'offre politique. Et le principe du cautionnement, ça ne repose pas sur l'individu. Il appartient à une équipe, que ce soit une famille politique ou si c'est une candidature indépendante, et il a des partisans, il a du soutien, il doit être capable de pouvoir mobiliser un certain nombre de... D'argent? Oui. C'est une somme d'argent, c'est un montant. Oui, une somme d'argent pour pouvoir... qui peuvent le soutenir. Qui peuvent le soutenir. Et donc, le cautionnement a pour but d'éviter les candidatures fantaisistes. Il en est de même pour le parrainage. Donc, dans son principe, le cautionnement et le parrainage ne sont pas du tout antidémocratiques. Elles participent du jeu démocratique. Et puis je viendrai à vous. Pour renforcer un peu ce que vient de dire le secrétaire d'État, le ministre, donc, la question du cautionnement date de 1990, les 20 millions en question. Mais vous vous rendez compte déjà à l'époque ce que représentait 20 millions en 1990 ? C'était 18 millions juste avant, et puis ça a été arrondi à 20 millions. Voilà, donc déjà en 90, 20 millions, ça représentait quand même une certaine somme. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et on demande peut-être à partir de 100 millions. Rien n'a encore été arrêté, des propositions ont été faites, disons à partir de 100 millions. Mais comme le disait tout à l'heure le ministre, écoutez, si vous voulez vous présenter à des élections à la magistrature suprême de votre pays, cela suppose que vous n'arrivez pas, j'allais dire, seul comme ça, et que vous avez des gens qui vous soutiennent, mais que ce ne sont pas seulement des gens au niveau local. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir les 100 millions, ça veut donc dire que vous avez des gens qui doivent même se présenter pour payer votre caution. Et je me souviens que lors de l'élection du président Alassane Ouattara, c'est une de nos amies du PDCI qui a apporté les 20 millions au président Alassane Ouattara comme caution. Donc, je veux dire qu'il y a des gens qui sont là, qui vous admirent, qui vous apprécient, et à ce moment-là, ils décident. Donc, les 100 millions, et puis n'oubliez pas, le cautionnement de 100 millions, n'oubliez pas qu'il va être remboursé, n'est-ce pas? Les 100 millions vont être à hauteur, n'est-ce pas, du montant qui va être décidé au dialogue politique. Donc, c'est aussi un débat qui a été posé sur la table. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller aujourd'hui à 100, 150, 250 millions? Pourquoi pas? Si on veut être président de la République de la Côte d'Ivoire, là où la Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui, je pense que vraiment, un président de la République, 100 millions,
c'est pas cher payé. Oh, mon ami Adama Daïko n'aurait pas pu, ne pourrait pas se mais présenter. c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Bachir, Oui, je allez-y. vais réagir rapidement par rapport au cautionnement. Et puis on avance, et puis nous avancer sur par rapport au cautionnement, d'accord. Voilà, le gouvernement a suffisamment de moyens pour organiser les élections. Ce n'est pas un critère de sélection, je dirais, des candidats. On doit voir la compétence, le programme de société et bien d'autres valeurs que ces candidats représentent. Alors, à ce rythme, ça sera la bourgeoisie qui va diriger les nations. Je pense à ce niveau que pour les États africains, nous n'avons pas besoin de donner des cautions aussi exorbitantes. Et pour que Donc, aucun montant n'est encore fixé. Oui, justement, elle parle de 100 millions, 200 millions, 250 millions, pas du tout. Non, nous ne pouvons pas. Mais je pense qu'en Afrique, nous avons besoin des bons dirigeants et des bons programmes. Nous n'avons pas besoin des bourgeois et qui peut-être ne vont pas aller dans le sens de la population. D'accord. Voilà ce que je pourrais vous dire. Monsieur merci, Sinon, l'État doit merci. financer, c'est son droit, mon les ami élections, du PDCI. et non pas les candidats. Je pense que nous avons les mêmes avis sur la question du cautionnement. Le cautionnement, pour revenir simplement à l'historique du cautionnement, c'était pour exclure des candidatures en 1990. Lorsque le président Houphouët, à l'époque, pensait que l'opposition ne pouvait pas mobiliser 20 millions. Et ils ont mis la barre à 20 millions. Aujourd'hui, le pouvoir RHDP veut exclure des candidatures comme ça avait été en 1990 pour exclure des candidatures qu'ils estiment, pour prêter leurs mots fantaisistes. Non, la crédibilité d'un candidat ne dépend pas de sa poche. Ça dépend de sa tête et de sa relation avec la population. C'est pour cela que nous pensons que, d'ailleurs, le cautionnement tel que institué est contre la Constitution, est anticonstitutionnel. L'article 4 de la Constitution est clair. Je suis en face d'un juriste, il sait bien. Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie. Je continue. De sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental. Ça veut dire que quand on demande la poche ou l'argent la aux fortune, citoyens, comme le dit le texte. la fortune, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire et qui peut garantir la démocratie, c'est le parrainage. Et ce parrainage, ce n'est pas le parrainage des élus. Voilà. Parce qu'on sait comment voilà, sur le les parrainage. élus... Oui. Comment les élus et quelle est leur légitimité dans leurs différentes bases. Donc, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est souverain. Donc, le parrainage citoyen. Il faut aller dans les citoyens, il faut aller dans les électeurs pour mobiliser des électeurs afin de garantir ta crédibilité en tant que candidat. Ne pas se limiter seulement aux élus. C'est ce que vous voulez dire? Non, même pas se limiter, ne même pas faire cas des élus. Il faut aller directement dans les électeurs. Et ce sont les électeurs qui peuvent garantir la légitimité d'un candidat. Et non les élus, et on sait comment en Afrique les élus se comportent très souvent. Je suis un ancien élu, mais nous avons vu un peu comment les choses se passent. Vous êtes des élus, hein? Oui, lui aussi c'est un élu. Vous savez de quoi parler. Voilà. Bon, et je crois que dans le dialogue politique, il y a beaucoup de questions qui sont évoquées. Donc je pense qu'il faut sortir de cette logique ancienne de cautionnement pour revenir à la logique du parrainage citoyen, parce que c'est le citoyen qu'il faut viser et c'est l'électeur qu'il faut viser. Et c'est pour cela que le Front populaire ivoirien a proposé à toute la nation, à tous les partis politiques et au pouvoir, en tout cas le parrainage citoyen, et nous espérons que ce parrainage va être accepté. Oui. D'accord, juste rapidement, maintenant, un dernier tour de table. Oui, rapidement, effectivement, concernant la discrimination, je pense que, comme mon collègue l'a dit, vraiment, elle est contraire à la Constitution. Il ne faut pas exclure. En réalité, le parrainage peut se faire. Mais pour le découpage que nous connaissons en Côte d'Ivoire, le plus souvent en Afrique, bien avant les élections, les partis au pouvoir font un découpage factice en quelque sorte. Le découpage fait que d'avance, ils ont déjà une majorité d'élus au niveau, oui,
d'élus. D'éligibles, quoi. D'élus. Ouais. Oui, après tout juste après les élections, on constate qu'il y a des zones ici en Côte d'Ivoire où il y a déjà 30 députés qui sont déjà, si vous voulez, on sait déjà qu'ils seront élus avant même qu'on aille aux élections. Alors si nous nous basons sur cela, et il y a des circonscriptions qui n'ont pas, je veux dire, la même densité, je veux dire la population, la superficie et le nombre de localités, et nous ne pouvons pas nous baser sur des élus pour pouvoir faire le parrainage. Comme il a dit, nous pouvons faire le parrainage citoyen et non pas baser le parrainage sur les élus. D'accord, juste dernier tour, table, il y a eu... Oui, je pense qu'il ne faut pas se hasarder à donner des définitions sur des notions qu'on ne maîtrise pas. Lorsque vous parlez de discrimination. La discrimination, il y a discrimination lorsque des personnes sont dans une même condition et sont traitées différemment. Je donne l'exemple. On demande à chacun des candidats de payer 20 millions. Vous apportez 20 millions, j'apporte 20 millions, Madame le ministre apporte 20 millions. Il y a discrimination lorsque nous sommes tous à ces 20 millions et que Madame le ministre est exclue. Voilà. C'est là qu'il y a discrimination. Ouais. Sinon, la Constitution aménage l'exercice des libertés publiques et la Constitution autorise la loi à aménager l'exercice des libertés publiques. L'exercice des libertés politiques, la Constitution prévoit des aménagements. L'exercice de l'accès aux fonctions publiques, qu'elles soient électorales ou administratives, il y a des conditions qui ne sont pas discriminatoires. Lorsqu'on demande à un candidat au concours d'entrée à l'ENA de payer des frais d'inscription de 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, on ne parle pas là de discrimination. Parce que tous ceux qui payent les 10 000 francs CFA sont autorisés à compétir. Il y a discrimination lorsqu'on est tous dans les mêmes conditions, soumis aux mêmes conditions et qu'on a un traitement différencié. C'est là qu'il y a discrimination. Oui, la discrimination, pourquoi parle-t-on de discrimination? Comme il le dit, quand on est dans la même situation et qu'il y a un déséquilibre. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Eux, ils profitent de leur accès au pouvoir d'État pour penser que, comme ils ont des mannes financières aujourd'hui, une marge financière, alors il faut des cautionnements exorbitants. Il faut même des cautionnements. Non, mais autant demander à l'État, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ce qui peut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est le parrainage citoyen. Autant demander à tout le monde, à l'État, pour éviter ce que votre interprétation de la discrimination, autant demander à l'État de financer la campagne électorale de tous les candidats, de tout le monde. Entre-temps, il y a un appui, il y a un accompagnement. Non, le débat que nous avons en ce moment, c'est le même débat que nous avons eu, qu'il y a eu en 1990, lorsqu'on a pensé qu'il était important pour s'assurer du sérieux de la candidature, pour s'assurer de la capacité de celui qui dit « je veux briguer la magistrature suprême », de sa capacité à sillonner l'ensemble du territoire, pour s'assurer de sa capacité à mobiliser les ressources. Lorsqu'il y a des élections dans les démocraties les plus avancées, aux États-Unis et autres, ce n'est pas un individu qui finance sa campagne. Ce n'est pas un individu qui est appelé à financer un cautionnement. Autrement, tu ne représentes que toi et que toi seul. Une candidature est portée par une population, une candidature est portée par des partisans. Et c'est l'ensemble des efforts de ces partisans qui garantit le sérieux de la candidature. Mais n'allez pas me dire, c'est pour ça il faut faire le parrainage citoyen. N'allez pas me dire qu'il ici. Est-ce que nous sommes d'accord pour le parrainage discriminatoire? Nous sommes entièrement d'accord pour le parrainage. Le parrainage. Nous sommes d'accord pour le parrainage. Le parrainage a plusieurs facettes. Qu'il s'agisse parce qu'il y a plusieurs écoles également dans diverses démocraties. Bien sûr. Vous verrez dans certaines démocraties où c'est l'ensemble de la population tout azimut qui parraine les candidats, suivant certains seuils de signatures enregistrées en termes de parrainage. Mais dans d'autres démocraties, il s'agit de solliciter le parrainage de grands électeurs. Voilà. Et les grands électeurs, il y a les élus, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, qui sont des électeurs qui peuvent parfaitement, en accord avec les principes démocratiques, assurer les parrainages des candidatures. Rien n'est encore arrêté. C'est pour cela aussi il faudra que peut-être qu'ils donnent leurs avis. Soit fait
sur, je veux dire, des bases réalistes. Voilà. Le découpage électoral. Le découpage, justement. Oui, justement, on en a parlé tout à l'heure. Qui fait ce découpage électoral. La CEI n'est pas autonome. Oui, mais lorsque la CEI fait des propositions, c'est le pouvoir qui peut-être attendez la proposition d'abord de la CEI avant de commencer à vous aider. Nous en revenons tout à l'heure, mais je note une chose, qu'il y a une entente sur la question du parrainage. Oui, là. Sur la question du parrainage, ça c'est une chose. On n'a pas de problème. L'autre élément, quel type de parrainage? Parrainage citoyen ou parrainage des grands électeurs? Le parrainage des grands électeurs, déjà, le terme grand électeur, là, c'est la discrimination. Il faut sortir de la logique de la discrimination. Est-ce que vous comprenez? On avait arrêté quelque chose. On est ensemble, monsieur Kra. Privilégié. Monsieur Kra, on est ensemble au dialogue politique. Et vous savez très bien que ce point n'a pas été encore décidé. Pour les élections de 2020, le parrainage n'est pas opportun. Je suis revenu, monsieur Kra. Mais si vous êtes d'accord que le parrainage citoyen est le meilleur... Le parrainage n'est pas opportun pour les élections de 2020. Ça peut être prévu. Et pour les élections à venir, mais pas maintenant, parce que nous sommes juste dans la phase... Monsieur Bagnetti, moi j'ai un problème avec Monsieur Dodo, parce que la façon dont il s'exprime, c'est comme s'il n'avait jamais été au cœur de l'appareil, n'est-ce pas, qui a fonctionné avant les élections qui vont se faire en 2020. On se comprend. Mais vous êtes comptable, Monsieur Dodo, en tant que PDCI, de la gestion... Laquelle gestion? Ah, parce que vous ne savez pas. De 2005 jusqu'à 2018, vous n'êtes pas comptable. Non. Ah ben moi j'y étais. Je suis comptable également. Alors, non, c'est pas un autre débat, ça va ensemble. Vous remettez en cause ce qu'en tant que parti politique, vous l'avez endossé. Voilà. La gestion... Alors, on parle de cautionnement. Vous savez très bien qu'au moment des 20 millions de cautionnement qui date de 1990, tout le monde était d'accord. Personne n'a rechigné. Oui, nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, on vous dit... On a commencé par le cautionnement. Maintenant, le parrainage. Nous sommes en dialogue politique, n'est-ce pas? Les décisions n'ont pas encore été prises en plénière. Monsieur Kra est témoin. Donc, nous débattons de choses intéressantes. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, ou bien accuser le RHDP d'avoir fait un choix qui n'est pas celui du PDCI. C'est ce que je veux dire. Là, on ne peut pas dire... On dit qu'il y a plusieurs écoles. Il y a le parrainage citoyen, le parrainage des grands électeurs, le parrainage des élus, bref. Toujours est-il que nous débattons pour voir un peu ce qui pourrait convenir à tel ou tel parti. Voilà, on convient ici. C'est l'objet de nos échanges. Exactement. C'est l'objet de nos échanges. Alors, il ne faut pas accuser pour dire que, bon, non. On convient ici que, en tout cas, le FPI de M. Afin Guessan est partant pour le parrainage citoyen. Voilà. Bien sûr. Maintenant, M. Dodo, on vous demande qu'est-ce que vous voulez. Oui, mais si notre parti, d'autant plus qu'il participe, je ne sais pas si le PDCI a participé à ce dialogue. Et comment que vous avez même demandé, au PDCI, vous avez même demandé qu'on accorde une autre session complémentaire et le Premier ministre a donné son accord. Donc vous êtes assis, vous participez. Avant de venir, vous aurez dû demander à ceux qui sont assis là-bas, qui participent, quelle est leur position. Mais le PDCI n'est pas pour que ça soit appliqué maintenant. C'est-à-dire pour les élections de 2020. Le PDCI n'est pas contre le parrainage. C'est pour ça que j'en parle, parce que je sais qu'ils ne sont pas contre le parrainage. Pour le principe du parrainage, maintenant, est-ce que c'est opportun de le faire maintenant ou après? C'est ça. Voilà. Si nous sommes d'accord pour le principe du parrainage, ça veut dire que le parrainage est un outil démocratique. Et l'autre chose, lorsqu'on parle du parrainage des grands électeurs que sont les élus, les députés, les conseillers régionaux et les maires, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, les élections locales, c'était des élections ouvertes. C'était complètement des élections ouvertes. Vous ne pouvez pas dire ça. Depuis 2010 ou 2011, c'était des élections ouvertes. Les élections n'ont pas été suffisamment ouvertes pour que toutes les composantes de la population puissent participer aux élections. Vous me laissez intervenir. Vous participez régulièrement aux élections. Vous me laissez intervenir. Et pratiquement, c'est le RADP qui a conquis le terrain. C'est le RADP qui a fait son découpage. Parce que vous savez, Monsieur Kra, laissez-le terminer. Lorsque l'opposition est dans une situation de déni, voir un peu ce que systématique. Moi, je suis heureux des propos que j'ai pu entendre du secrétaire exécutif du PDCI qui dit « On a compris les conséquences de la politique, la chaise vide, on ne le fera plus. On ne le fera plus. »
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. En ce qui concerne... Pour renforcer ce que vient de dire mon ami, je voulais dire que, donner un exemple, c'est juste pour vous donner un exemple. Oui. Vous savez que le RDR d'alors, à un moment donné, pendant une dizaine d'années, parce qu'ils ont fait puisqu'ils avaient appliqué la politique de la chaise vide, malheureusement, ils n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale. Oui. Donc c'est pour vous dire, vous comprenez, que chaque chose qui arrive doit servir de leçon. Et si le PDCI n'est pas présent à la CEI locale, c'est bien parce que le PDCI a décidé, a fait la politique de la chaise vide. Voilà. C'est la vérité. On va à la CEI, on va à la CEI. Permettez qu'on aille à la CEI. Oui. S'il vous plaît, permettez qu'on y aille et puis vous allez donner vos points de vue. Parce que, bon, bien que la gestion des élections soit passée du ministère de l'Intérieur à la CNE dans le temps, et puis maintenant la CEI. Alors, à chaque élection, on se pose des questions sur l'indépendance, l'autonomie de cette structure. Qu'est-ce que vous entendez par une commission électorale dite indépendante? Qu'est-ce que vous en attendez aussi? Bien, je crois que la commission électorale indépendante, c'est l'organe à charge de la gestion des processus électoraux dans notre pays. Et il y a plusieurs parties prenantes au processus. Et cette institution à charge de ces questions électorales, qui joue à l'arbitre, doit être à équidistance de tous les acteurs. Ne doit pas être influencée outre mesure par un acteur. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous avons une commission électorale qui est aux ordres du pouvoir et surtout du gouvernement. La commission électorale, il est dit qu'il propose, mais quand il propose et que ça arrive au gouvernement, le gouvernement n'entérine pas ce que la commission électorale décide à proposer. C'est pour ça que nous disons qu'il faut une commission électorale indépendante. Du point de vue de sa structure... Un exemple de décision de la commission qui n'a pas été entérinée. Par exemple, le découpage électoral actuel, lorsque la commission électorale, parce que nous sommes partie prenante de la commission électorale qui vient de passer, a fait sa proposition au gouvernement et que c'est arrivé à la table du gouvernement, ils ont changé les données. Ils ont changé les données. Même le code électoral que la commission électorale avait proposé sur une question, l'article 9, lorsque il a été question d'éviter que les gens fassent du convoyage des électeurs, bon, quand c'est arrivé, ils ont pratiquement dénaturé la proposition de la commission électorale, et surtout au niveau du découpage. Donc ça veut dire que tout ce que la commission électorale propose n'est pas entériné. Or, le gouvernement devrait être également lié. Lié à et vos c'est décisions. ça que nous avons proposé, la compétence liée. Voilà, une proposition conforme à ce que la commission électorale demande. D'accord. Monsieur je voudrais Dibaï. faire une précision par rapport à la participation du PDCI au moment de discussion sur la composition de la CEI. Vous savez que le PDCI a demandé les termes de référence sur lesquels on peut se baser pour aller à la discussion. Pendant qu'ils ont prévu remettre cela au PDCI, ils ont continué et le PDCI n'a pas reçu. Et finalement, le PDCI a demandé à les recevoir à temps et ça n'a pas été fait. Mais pour revenir sur l'indépendance de la CEI, c'est un organe qui organise les élections. Alors, les autres candidats ne peuvent pas être, je dirais, frustrés. En ce moment, la CEI actuelle n'est pas indépendante. Voyez-vous, elle est composée de 15 membres. Il y a un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'administration, et ceux-là sont déjà les membres du RHDP. Il y a un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la magistrature, contrôlé par le RHDP. Il y a un avocat proposé par le barreau. On peut dire il y a une personnalité proposée par le Conseil national des droits, contrôlée par le RHDP. Il y a 3, je dirais, personnalités proposées par le RHDP. Et je pense que les 4 personnalités proposées par la société civile, bon, peut-être qu'à ce niveau, il peut y avoir une certaine... Alors, quand on fait le décompte,
le RHDP se retrouve à près de 9, on peut dire, parce que tous ceux-là sont des représentants, en quelque sorte, des personnalités du RHDP qui les désignent. Et avec le système de tabouret, comprenez-moi ce qui peut se passer. Alors, en réalité, l'opposition n'a que 3 sièges dans la composition centrale. Les décisions qui vont être prises vont être influencées par ce grand nombre. Les commissions locales. Et c'est pour cela, au niveau même des commissions locales, sur les 500, je dirais, 49 CEI locales, l'opposition représentée par le FPI n'a que, je crois, 20 CEI locales. Voyez-vous déjà que, dans ce cas précis, les élections de 2020 seront organisées par le RHDP pour le RHDP. D'accord, je vais vous donner l'occasion de répondre, mais juste... Les commissions locales sont présidées à 97% par le RHDP. 96,53%. Oui, 97% arrondi. Bon, si on prend votre chiffre, 96, c'est que 3% qui reviennent à l'opposition. D'accord, donc question de principe au PDCI. Est-ce que cette CEI-là est plus indépendante que celle qui était en vigueur en 2010 ? Oui, mais je peux dire... Vous ne l'avez pas contesté. Bon, je pense que celle-là n'est même pas consensuelle. Elle n'est pas consensuelle, d'autant plus que celle de 2010 ou avant 2010 a été discutée et toutes les parties prenantes ont accepté. Et celle-là n'est pas consensuelle et elle est déséquilibrée. C'est ce que nous décrions au sein du PDC. Je voudrais réagir là-dessus parce que j'ai du mal à comprendre la logique de l'opposition. Et c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme en politique. Parce que ce qui était bien hier et qui a connu une évolution significative, aujourd'hui, on refuse de regarder la réalité en face. Lorsqu'on parle de l'indépendance des commissions électorales, il y a des normes, il y a des standards internationaux. Nous sommes tous d'accord. C'est la Charte de l'Union africaine, c'est le protocole additionnel de la CEDEAO qui impose d'instaurer aux États membres d'instaurer des commissions électorales, soit indépendantes ou des organes neutres en charge de l'organisation des élections. En 2010, tous les partis politiques, dans une espèce de surreprésentation des partis politiques, ont accepté d'aller aux élections avec une commission où les partis politiques étaient surreprésentés. Après les élections de 2010, c'est la société civile qui a crié au déséquilibre. Déséquilibre par rapport à la faible représentation de la société civile, parce que les éléments de la société civile estimaient qu'une surreprésentation du politique était déséquilibrée. C'est sur cette base que la Commission africaine des droits, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie. Après, la Côte d'Ivoire a adapté le dispositif institutionnel aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, nous avons une commission électorale indépendante où il y a 3 représentants des partis en termes de représentation politique. Il y a 3 représentants du pouvoir, 3 représentants de l'opposition. Vous savez, c'est même très avantageux. Dans certains systèmes, les représentants du pouvoir ou de l'opposition, les représentants des partis politiques, sont choisis au prorata, sont proportionnels à leur nombre d'élus à l'Assemblée nationale, à leur nombre de députés. Ici, on n'en a pas tenu compte. C'est 3 et 3. Et au niveau de la société civile, nous avons 6 représentants. 6 représentants de la société civile. D'accord. Bon, ça, merci pour... Mais je vais résumer. Attendez. Alors, moi, je voudrais juste demander si nous avons la même lecture, si c'est le même texte que nous partageons concernant la composition de la commission. Non, mais c'est un texte qui est passé à l'Assemblée nationale. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Vous tirez profit. Je demande si nous avons le même texte, le même projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale. Moi, c'est de ça dont je parle. Si c'est ce même texte-là qui est publié partout, je lis une personne, pas représentante du président de la République, proposée par le président de la République. Lisez bien votre texte.
une personne proposée par le ministère en charge de l'administration du territoire. On dit bien proposée, ce qui veut dire que si le président de la République décide lui-même de proposer une personne qui peut être une personne de la société civile, il a le droit. On n'a pas dit le représentant du président de la République, on dit proposé par le président de la République. Alors, c'est tout. C'est par rapport au calcul que venait de faire M. Dodo sous prétexte que c'était inégal. Vous savez, la Cour africaine des droits de l'homme, lorsque la PDH, il faut le dire, est allée porter plainte, en fait, en disant que l'ancienne commission centrale était déséquilibrée, n'est-ce pas? Et qu'il fallait juste apporter un équilibre, tout. OK. Nous sommes assis autour d'une table et nous avons décidé ensemble avec la société civile de ce qui serait le mieux pour cette CEI. Nous sommes sortis de là avec un consensus. La preuve, excusez-moi, laissez-moi parler, j'étais présente, vous aussi. La preuve, mais c'est ce que j'ai dit, j'arrive. La preuve, certains n'ont pas souhaité qu'il y ait des religieux, n'est-ce pas, au sein de cette commission électorale. Ils n'ont pas souhaité également qu'il y ait une représentation des... Il y avait les religieux, et puis, voilà, les religieux. On a simplement décidé ensemble que dans ce cas-là, qu'il soit un recours après. Donc, ils sont sortis de là. Mais vous avez eu la réponse après. Lorsque un des partis s'est opposé, il a encore fait un recours auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. Et vous connaissez très bien le contenu, vous savez très bien le contenu qui a été donné. Que la composition actuelle convenait à l'équilibre, n'est-ce pas, que la Cour africaine des droits de l'homme proposait. Donc, je suis désolé, d'ailleurs c'est vous qui avez écrit. Voilà, et donc vous avez eu la réponse qu'il fallait. Et la réponse est venue. C'est juste pour la forme, et le fond n'est pas encore évacué. Quelle forme? Oui, ah, ben je ne sais pas vraiment. Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez. S'il vous plaît, monsieur. Ce qu'on doit reconnaître, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Ce qu'on doit reconnaître. Et que tous les 15 membres c'est vrai, il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue. Il y a eu une discussion. Mais l'issue du dialogue n'a pas été un consensus. Mais à partir du moment... le gouvernement et le RADP sont allés s'asseoir pour tailler une commission électorale sur mesure. On est allé s'asseoir où? Mais dans le pays. Dans le pays. Monsieur, on ne s'assoit pas dans le pays. On s'était assis ensemble et on a tiré ça et c'est passé à la C'est celui qui a la parole. Je voudrais rapidement... Voilà. Vous n'allez pas discuter la parole tous les deux. Alors, pas du tout. Non, je voudrais rapidement dire. Nous sommes dans une situation, aujourd'hui en 2014, où on va dire sur 15 membres au niveau de la commission électorale, le parti au pouvoir en a 3, une proposée par le président de la République, une autre personne proposée par le ministre de l'Intérieur. Vous n'allez pas faire l'injure à la magistrature, s'il vous plaît. Vous n'avez pas... qui ont demandé le terme de proposer. Mais vous n'allez pas faire l'injure. Le projet de loi qui est arrivé à l'Assemblée, c'était un représentant du président de la République. C'est moi qui ai la parole, monsieur. C'était pour faire la précision. Voilà. C'est moi qui ai la parole. Vous n'allez pas faire l'injure à notre justice de dire là sur le plateau que le représentant du Conseil supérieur de la magistrature est RHDP. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Renseignez-vous. C'est le président de la République qui nomme aux emplois publics. Le président de la République est président du RADP. S'il vous plaît, madame. Vous permettez, non, je n'ai pas fini, c'est moi qui avais la parole. Permettez que je finisse. Après, l'indépendance d'une institution... S'il vous plaît. Vous me laissez intervenir et chuter. L'indépendance d'une institution, il y a à la fois l'organe, la composition. La composition, elle est équilibrée. Et deuxièmement, le mode de fonctionnement et les attributions de la commission électorale indépendante. C'est pour ça qu'on dit souvent, les élections, ce n'est pas au siège central, à la commission électorale centrale que ça se gagne. Il faut voir dans quelles conditions et quels sont les différents niveaux d'arbitrage. Voilà, donc premièrement, nous avons des acquis démocratiques aujourd'hui qui accompagnent le travail de la commission électorale indépendante.
la question des urnes transparentes, la question du bulletin unique de vote, la question de la présence des candidats de tous les partis politiques qui compétissent dans les bureaux de vote, le partage des procès-verbaux, le contrôle, le rôle de la commission électorale en ce qui concerne les élections présidentielles qui nous regardent ici. La commission électorale, après avoir fait tout ce travail de dépouillement, la commission électorale ne prononce que des résultats provisoires. Après, il y a un contrôle juridictionnel assuré par le Conseil constitutionnel. Voilà tous ces mécanismes. C'est au regard de tous ces mécanismes qu'on peut apprécier de l'indépendance et de la transparence d'un processus. Et nous pouvons le dire, ce processus, il est entièrement Une question pour toutes, pour boucler ce chapitre, madame. Voilà, s'il vous plaît. Juste la question, et puis dans la foulée, vous répondez. Non, ça fait partie de la CEL. Tout à l'heure, il a dit que nous avons... Les locales. Oui, les locales. Oui. C'est une question qui a été soulevée. Nous avons une commission électorale déséquilibrée. Nous avons une commission électorale qui n'est pas aux normes, inadaptée. Tout ce que vous pouvez Mais ça, vous l'avez dit. Oui, mais vous bien l'avez sûr. dit. Donc, nous allons quand vous il parle, résumer. Il a fait tout ce développement. Je suis d'accord avec vous. Pour Je demander que c'est une bonne regarde commission une commission électorale qui électorale, n'est pas autonome au plan administratif, puisqu'ils ont parlé de compétences liées. Une commission électorale qui n'est pas autonome au plan financier. Ça veut dire quoi? Une commission électorale qui n'est pas indépendante au plan même de sa sécurité. Ah bon. Alors, comme on se demande qu'est-ce qu'il faut entendre par une commission électorale indépendante, est-ce un processus sur lequel nous tendons ou bien... Vous savez, je me rends compte qu'au fil des années, il y a des partis qui refusent vraiment d'avancer et d'évoluer. Tout à l'heure, M. Kra disait quelque chose qui était stupéfiant parce que j'avais l'impression de voir M. Afi à la télé lorsqu'il disait qu'on avait à la limite encore déséquilibré la commission nationale locale puisque c'était la mise en place de toutes les commissions locales, régionales, départementales, communales, sous-préfectorales. Mais c'était un vote, monsieur. Mais si on est à nous, nous, le RHDP, on est surtout présent sur tout le territoire ivoirien. Attendez, c'est moi qui parle. C'est moi parler. Vous avez dit, je ne vous ai pas interrompu, ne serait-ce que par... J'aurais pu le faire. Hein. Alors, mais quand on va faire le vote, et qu'il y a un président qui est proposé par le préfet de région, une personne, et que le vote est proposé et fait, le vote passe, et que vous avez perdu, et que sur 95, je crois que j'avais noté, 96,53%, c'est le RHDP qui a pu avoir des présidents, n'est-ce pas, et des vice-présidents de conseil, laissez-moi parler, de conseil national local, n'est-ce pas, et que vous n'avez que 3%, mais il faut vous en prendre à vous-même. Donc je ne sais pas pourquoi vous voulez accuser le RHDP. Non, chacun a son tour. Non, Oui. pourquoi est-ce que vous voulez accuser le RHDP d'avoir une majorité dans les... Monsieur Kra, c'est la CEI qui a mis le mode opératoire en place. C'est la CEI, ce n'est pas le RHDP, je suis désolé. C'est la CEI qui a mis le mode opératoire en place. Avec le gouvernement, nous avons un document ici qui a été signé par le gouvernement avant la mise en place des commissions locales qui devraient avoir une discussion sur les modalités de mise en œuvre. Mais on a respecté exactement, on a respecté, je suis désolé, mais c'est normal. Non, c'est normal que vous dites ça. Non, c'est normal qu'ils disent ça. C'est normal qu'ils disent ça parce qu'ils ont une faible représentation, parce qu'ils ne sont pas sur tout le territoire. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Nous, on est présents sur tout le territoire ivoirien. C'est pour ça qu'on a eu 95,4% du FPI quand même. Ok, monsieur... Ça, c'est vous qui apprécierez. Moi, je ne peux pas apprécier. Le PDCI, qui est un parti de l'opposition, je dirais significative, ne figure pas dans cette composition. Vous comprenez déjà au moment où... Ce n'est pas parce qu'on n'était pas là, c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies. Vous savez, un parti qui a 67 députés et bien d'autres élus, 40 maires, 6 conseils régionaux, c'est un parti qui est représentatif. Alors, quand ce parti n'est pas dans cette composition, il faut s'en inquiéter. Mais ils sont fiers de dire qu'ils ont 97% des CEL, c'est ça. CEL, en réalité, qu'est-ce que ça représente? Ça ne représente pas grand-chose. D'autant plus que si ces partis qui représentent, je dirais, le FPI, je dirais, entre guillemets, version Gbagbo, et le PDCI sont ensemble, ces 97% dont ils parlent n'allaient pas exister.
Alors c'est parce que ces deux partis sont exclus qu'ils parlent. Quel parti ça, exclu? Oui, justement, Quel le parti? PDCI. Donc le PDCI et l'FPI, vous étiez... Monsieur était là? Non. L'FPI version Gbagbo, mais il fallait y être. Qui vous a empêché? Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge, je suis parce désolé. que les conditions n'étaient pas remplies Quelles pour qu'on puisse conditions? participer Quelles conditions? aux discussions. Maintenant, les conditions sont remplies où ils participent au dialogue du code électoral, là? Mais justement, Actuellement, c'est rempli, mais c'est les mêmes conditions. Le code électoral, là, ça sera l'application de la Constitution. Je vous dis, Si la politique de la chaise vide ne paye à personne. La preuve, M. Guikawe a reconnu après que plus jamais il ne se comporterait comme ça et que désormais il participe à tout. Ça veut donc dire qu'il n'a jamais été absent aux élections. On ne parle pas d'élections. On parle d'abord de participer à ce qui va nous permettre de mettre les instruments en place pour pouvoir aller aux élections. Elle facilite les discussions. C'est ce que nous voulons dire. Non, vous avez essayé avec la politique de la chaise vide, ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas dedans, ça fait rien, on avance. D'accord, ok. On avance, on ne va pas perdre du temps parce que vous n'êtes pas là. Permettez qu'on avance. Vous voyez que... Vous n'êtes pas là, tant pis. On avance, l'alternance vous participerez à tous les autres. Oui, justement, voilà. les partis significatifs sont exclus. Alors, nous allons alors encore écouter le politologue, le docteur Moké, nous situer un peu sur la recherche passionnée de l'alternance face à la crainte de l'alternance. Écoutons-le. Le système politique, c'est-à-dire le paysage politique en Côte d'Ivoire, s'est recomposé. On assiste de plus en plus à la formation des blocs, le RHDP d'un côté, et au niveau de l'opposition, on s'active à mettre en place des alliances pour consolider ses positions en vue de conquérir le pouvoir d'État. Donc il y a cet état de fait. Le deuxième élément, c'est qu'après 2010, l'élection présidentielle de 2020 constitue le véritable test. Et c'est cette élection qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de tourner véritablement la page de ces années sombres que nous avons vécues ici. Donc c'est un tournant politique. On peut donc comprendre l'intérêt et toute cette passion qui se déchaîne à l'approche de l'échéance. Pour faire primer l'intérêt collectif sur les intérêts individualistes, il faut activer des leviers. 3 leviers à mon sens, qui constituent des paramètres essentiels. Le premier levier, ça concerne la question de l'équilibre des forces. Équilibre des forces sous l'angle de la séparation des pouvoirs. Donc faire en sorte que les différents organes constitutionnels, gouvernement, parlement et les grandes juridictions se positionnent à la fois comme poids et contrepoids. Deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'il y ait la promotion de l'état de droit, qui va favoriser, le règne de la loi, à partir duquel tous les organes constitutionnels et tous les tenants du pouvoir seront soumis alors à la loi. Alors plus de place à l'arbitraire, ça sera plutôt l'intérêt collectif qui va primer. Un autre élément, c'est de faire en sorte qu'émerge une opinion publique nationale très forte et alerte. Et à la fin, je peux citer également le fait de faire en sorte que soit mis en place une sorte d'éthique, on instaure une éthique et on met en place une déontologie qui doit être respectée par les partis politiques. Voilà, telles sont les solutions proposées par le docteur Flan Moké. La fraude en matière électorale est source de palabres, souvent source de violence. La fraude est appréhendée par certains politiciens comme un phénomène normal, malheureusement. J'ai même entendu dire que dans nos pays, ceux qui gagnent les élections sont ceux qui ont le mieux fraudé. Alors, qu'est-ce que nous avons comme moyen de recours, comme voie de recours pour empêcher certaines velléités de fraude, pour les éviter? Nous avons, pourrait donner quelques moyens de recours avec des exemples qui vous paraissent les plus patents. Allez-y. Je vous remercie. Les élections sont des compétitions. Et les compétitions supposent des règles auxquelles il faut se soumettre, des règles qu'il faut accepter, parce que la loi, elle est d'ordre général. Je peux ne pas être d'accord, mais une fois qu'elle est adoptée et promulguée, en tant que citoyen, je me soumets. Ce n'est pas sur tous les points qu'on s'accorde, mais au moins, au nom de la légalité, au nom du sens de la responsabilité, on s'y soumet. J'en viens pour finir avec la question des normes de la commission électorale.
la loi est là, elle est promulguée, qu'on ait participé au dialogue ou qu'on n'y ait pas participé de son propre fait, la loi est promulguée. En tant que citoyen, on se soumet à la loi jusqu'au prochain dialogue qui pourrait changer. Maintenant, les situations de fraude. Nous sommes dans un état de droit. Et lorsqu'on parle de fraude, il faut se demander, mais c'est quoi une fraude électorale? À un moment donné, il faut que la loi soit appliquée. C'est ça, le règne de la loi dans un état de droit. Le code pénal précise quelles sont les situations de fraude en matière électorale et réprime ces mêmes situations de fraude en matière électorale. Donc on pourrait s'en tenir à ce que dit à ça. Mais il y a des comportements, il y a des situations qui entraînent, qui provoquent. Je pense à la transhumance, ce qu'on appelle la transhumance entre guillemets. Voilà. Mais on ne peut pas, parce que c'est pour ça que je préfère, parce que nous avons un rôle d'éduquer la population. Et lorsqu'on parle de fraude, il faut identifier que dit le code électoral en matière de fraude. Pour l'heure, ce que nous appelons transhumance est une situation qui se pose par rapport à l'inscription sur les listes électorales. Dans notre législation actuelle, il n'est pas demandé à des candidats de faire preuve d'un certificat de résidence, d'une attestation de résidence avant de s'inscrire. C'est sur déclaration. Je réside ici à Abidjan, je suis à Abidjan, mais je figure plutôt sur la liste électorale de ma circonscription électorale qui est Saint-Fra. C'est celle que j'ai choisie librement. Donc c'est ce phénomène de libre inscription sur les listes électorales qui donne lieu à ce que nous appelons la question de la transhumance. Encore que cette question fait l'objet d'un dialogue, dans le cadre du dialogue politique. Et je pense que tous ensemble, en toute responsabilité, sans esprit de manipulation, sans suspicion, on doit en toute responsabilité en discuter. Quelles sont les nouvelles conditions qu'on devrait pouvoir inscrire qu'on devait pouvoir inscrire dans la loi pour s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que maintenant, on doit pouvoir changer ces conditions ou bien on laisse la libre inscription pourvu qu'il n'y ait pas double inscription? D'accord. Allez-y pour appuyer juste ce que vous voulez dire et puis après je vous redonne la parole. Je pense qu'il y a un partage de points. J'ai juste pour compléter la question de la fraude. Je dis que le problème qui se pose chez nous aujourd'hui, je le disais d'entrée de jeu, c'est qu'on prépare trop les esprits des gens à la fraude. Systématiquement, on dit oui, voilà, on s'en va aux élections, tel parti est en train déjà de préparer la fraude. Mais en fait, au fur et à mesure que nous avançons dans les élections que nous préparons, la Côte d'Ivoire a une culture d'élection, comme vous le savez. Au fur et à mesure, on améliore les choses pour que justement, on évite cet état de fraude. Maintenant, on est passé aux tablettes, comme vous le savez, aux élections précédentes. On est passé aux tablettes. C'est un moyen également de freiner la fraude pour le respect de tous ceux qui sont sur la liste électorale. Maintenant, pour la question... ça marche bien. Hein? Et ça marche bien. C'était pas très bien au départ, c'est normal. Mais maintenant, ça va. Donc, on va arriver en 2020 avec moins de possibilités de fraude, n'est-ce pas? La technologie avance tellement bien que bientôt, on va pouvoir voter uniquement... J'espère, en tout cas en tant que ministre de la modernisation, je fais ce plaidoyer, voter simplement par mail et tout. Et puis pour les populations qui ne peuvent pas, eh bien, on utilisera les méthodes anciennes. Mais ce que je voulais dire... en faisant les dispositions pour que la technologie électorale ne rentre pas dans la technologie électorale, bien sûr, bien entendu. Mais je n'ai pas fini. Concernant la question de la transhumance, nous avons eu un exemple ici. Voilà, vous avez, je voulais compléter ce qu'a dit le ministre. Nous avons eu... ici, un exemple que tout le monde connaît, je ne citerai pas bien entendu la commune, où il y a eu plus d'inscrits que d'électeurs même de la commune. Bon, alors... Pourquoi vous ne citez pas la commune? Non, on ne peut pas créer de... C'est inutile, c'est pas ça l'objectif en fait. L'objectif, c'est de donner l'exemple et de dire que sur ce point de la transhumance, c'est au moins un des éléments, M. Kram le reconnaîtra, c'est au moins des éléments où tous ceux qui participent au dialogue politique, n'est-ce pas? C'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. J'espère que cette fois-ci, il ne dira pas que je raconte des histoires. Mais vous voyez, il y a des éléments comme ça qui méritent qu'on soit ensemble pour lutter contre. Voilà. Dès que tout le monde
est d'accord sur le fait qu'il faille éviter de déplacer des populations, n'est-ce pas, pour se rendre à un autre lieu. Mais dans le cas de la présidentielle, c'est assez rare. Je pense que cela se présente surtout dans le cas des élections locales. Oui, dans le cas des présidentielles, c'est assez rare. Oui, allez-y. Sur l'autonomie administrative. Assez rapidement. Oui, assez rapidement. Pour qu'on avance, financière, sécuritaire de la CEI. Vous voyez, quand vous n'êtes pas totalement autonome, vous subissez celui qui vous donne les moyens. Voyez-vous qu'à ce niveau, la CEI ne sera jamais autonome et je dirais même indépendante. Alors, pour revenir aussi sur les fraudes, mais quand il y a des fraudes, ça voudrait dire l'arbitre lui-même a participé aussi à ces fraudes. Si au sein d'un bureau de vote, il y a le président, le secrétaire du bureau et qu'il y a les représentants, je dirais, des candidats, si on dénonce ces fraudes, ça voudrait dire qu'il y a la complicité totale. Donc vous n'avez pas vos représentants au sein du bureau de vote, alors vous êtes où? Justement, c'est de ça que je parle. S'ils sont là, ça veut dire que quelque part, ça ne va pas du tout. Et tout le monde est responsable. Alors ces fraudes, il faut voir comment aussi les endiguer. Mais en réalité, quand on n'a pas aussi la sécurité, ça pose un problème. Voyez-vous, je peux donner l'exemple de Bassam lors des élections locales. Il y a eu des urnes qui ont été cassées devant les forces de l'ordre, ce qui n'est pas normal. Alors, la sécurité, elle est où? Et c'est parce que cette sécurité prend ses ordres de sa hiérarchie. C'est prouvé que les forces de l'ordre étaient présentes et que... Les forces de l'ordre à Bassam étaient présentes et des voyous ont cassé les urnes. Je pense qu'il y a eu des images. Mais c'est seulement ce que je voulais dire. On vous laisse assumer. Bon, non, mais c'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a eu que Bassam. Oui. Il n'y a pas eu Port-Boué. Oui, non, moi je pense que pour Bassam, il y a eu des casses d'urnes. Et en réalité, il faut une sécurité qui est propre, je dirais, qui dépend de la CEI, et la CEI peut à tout moment appeler. Vous avez vu aussi en 2010, il y a eu aussi des tensions au sein même de l'organe de la CEI. Je peux parler de la direction de la CEI. La CEI n'a pas pu proclamer les résultats là. C'est parce qu'il y a eu des sérieux problèmes. Et si la sécurité était totalement garantie, on n'allait pas proclamer les résultats de la présidentielle à l'hôtel du Golfe. Voyez-vous, cette sécurité... Où la sécurité était garantie? Oui, en réalité, parce qu'en réalité, si ça a été fait là-bas, sûrement, ils ont trouvé que c'est là-bas, celui qui doit prononcer les résultats était en sécurité. Mais non seulement on était ensemble, mais c'est vos alliés d'aujourd'hui qui sont allés bombarder. Alors, sinon, si vous voulez qu'on rentre sur ce débat-là, si vous voulez qu'on rentre sur ce débat, on va y aller. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus, je l'ai vécu en direct. Voilà, non, pour le petit temps qui nous reste, n'entrons pas dans ce débat. D'accord, donc vous me dites de ne pas rentrer dedans. Voilà, c'est pas bon. Il faut amender l'article 9 nouveau de la loi 2015-216 du 2 avril 2015. Là, vous rentrez dans la technicité. Justement, non, je veux dire, parce qu'il y a un élément qu'il faut supprimer simplement. Voilà. L'élément à supprimer, c'est ou des intérêts économiques ou sociaux. Ça voudrait dire qu'il faudra qu'on tienne compte seulement du domicile et de la résidence quand on veut s'inscrire sur voilà, ça c'est d'accord. Et en ce moment-là, puisque vous êtes tous d'accord, il n'y aura pas de transhumance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour réagir sur la question de la sécurité, je pense que nous sommes dans un État. Nous sommes dans une république, un État de droit. Je suppose de droit. Il faut que l'État garantisse l'intégrité des processus. C'est le rôle de l'État. Et la commission électorale, qui est une institution, doit tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des élections. Est-ce que l'État a failli? Et faire en sorte qu'il puisse se rendre compte, puisse être redevable sur cette question-là. Attendez. Donc, quand il y a des violences... Je veux comprendre. Hein. Oui. Est-ce que, comme le dit M. Dibaï Dodo, il faut une sécurité spécifique à la commission électorale indépendante, comme une police municipale? Non, pas spécifique. Nous sommes dans un État. Il faut que l'État joue sa partition, joue son rôle. Pour revenir aux autres questions, qui sont des causes de violence. Et la fraude est une cause de violence. Et cette fraude-là se présente sous plusieurs formes. Le bourraille des urnes, comment on appelle cela? La transhumance, c'est une forme de fraude. Une fraude morale, juridiquement, ce n'est pas condamné. Mais justement,
C'est pour ça que le dialogue politique qui est là, il faut se donner tous les moyens Voilà, d'améliorer. Voilà. En tout cas, l'achat de conscience. On parle Merci. souvent de nos représentants de bureaux de vote. Merci. Mais on sait quelle pression les représentants subissent dans les bureaux de vote. Et c'est pour cela, tout cela, il faut donc éradiquer la culture de la fraude. Et c'est possible. Non, non, d'accord. Il faut éradiquer la culture de la fraude. C'est vous. Pour éradiquer... L'usage Voilà. des moyens de l'État à des fins d'élection, tout ça là, le Mais quand code de l'État- bonne conduite, Moi, je ne comprends pas bien. Quand interdit l'État pratiquement distribue, tous ces donne les aspects. 100 millions, comme les élections dernières, que l'État a donné 100 Ça, c'est millions différent. à chaque... Mais ce n'est pas différent. si puisque vous l'État dites a comme donné, ça, le chef de l'État était candidat, il a reçu les 100 millions. Oui, mais Donc, il a peut partagé, il utiliser- aurait pu ne pas le faire. Il peut utiliser ces Il 100 est- millions comme il veut. Mais il aurait pu ne pas le faire, Mais quand il monsieur. utilise des Mais aéronefs, pourquoi là, vous ne voyez de pas... l'État. Ce n'est pas vrai, il faut prouver ça, c'est pas vrai. Ne il rentrez pas dans utilise ce des genre de véhicules choses. de l'État. On voit nos cadres dans les, Arrêtez-moi dans ça. les localités. Arrêtez ça. Je pense que vraiment, Et il c'est ne faut de pas... cela qu'il s'agit. Vous parlez Donc comme il des faut gens qui ne sont éradiquer. pas dans Il la faut que nous République. admettons, que nous soyons de l'opposition ou que nous soyons du pouvoir, il faut que nous admettons que la fraude, elle n'est pas bonne. D'accord. Je suis loin totalement abasourdi. Non. Il faut qu'on s'accorde. Oui. On ne va pas faire de la commission électorale un super État. Je ne sais pas, lorsque vous parlez, quelle est votre norme, quelles sont vos références en termes de commission indépendante. Nous sommes dans un système. L'autonomie financière est garantie par la loi. Vous savez tous, lorsqu'on parle d'autorité indépendante, vous savez comment c'est organisé. Contrôleur budgétaire, ordonnateur. Dans tous les États du monde, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les États du monde. Lorsqu'une structure... Vous permettez, je vous ai laissé parler. La démocratie, c'est vraiment, également, c'est ça, la c'est ça. courtoisie. Oui. C'est la courtoisie. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, après vous parlerez. Dans n'importe quel État du monde, une commission, elle n'est pas détachée de l'ensemble des institutions de l'État. Pas du tout. Il y a un contrôleur budgétaire, il y a un contrôleur financier, il y a un budget autonome, il y a un ordonnateur. On ne peut pas demander à la commission, dites-moi quelle référence de commission démocratique vous avez vue, ou une commission électorale a ses propres gendarmes et ses propres policiers. Non, ce n'est pas ce que nous avons dit. J'ai entendu que c'est... Voilà. Donc, j'avance. Donc, J'avance. on boucle. Voilà, pour dire. boucle ça Lorsqu'on et a puis dit on que avance l'État sur a été juste un autre point. incapable, lorsqu'on parle de la question de sécurité, on a vu les dernières... En 2015, les élections présidentielles se sont très bien passées parce qu'on avait les forces de l'ordre pour assurer la sécurité et partout. En 2013, sur les élections locales, peut-être c'est 99% des cas, ça s'est super bien passé. L'État a assuré. Après, il y a eu quelques cas de violence dans quelques circonscriptions, principalement Bassam, Port-Boué, Plateau. Encore à ce niveau, l'État a pris ses responsabilités. La même commission électorale est intervenue. Il y a eu une reprise des élections et les choses se sont très bien passées. Parce que la police a assuré. Voilà. Et disons-nous que chaque fois, lorsqu'on parle de fraude, il faut utiliser les mots à leur place. D'accord. La fraude est réprimée par le code pénal. Voilà. Il est important que vous puissiez instruire vos représentants. Voilà. Il est important que vous puissiez instruire vos militants pour leur dire, nous sommes dans un état de droit. Voilà. Lorsqu'il y a des fraudes, des cas de fraude, le code pénal réprime ces fraudes. Exercez les voies de recours, exerçons les voies de recours parce que nous sommes tous concernés. Il est important qu'on sache quelles sont les règles qui réglementent le déroulement du processus. D'accord, okay. Nous allons évoluer. Oui, il y a, quand vous dites, quand on parle de fraude, il faut bien savoir ce que c'est. C'est plutôt de suspicion de fraude, de fraude qui puisse entraîner la méfiance et la violence. C'est cette violence morale qu'on impose aux populations et que déjà on les prépare à leur dire, voilà, les élections qui arrivent, il y aura de la fraude. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Mais il faut sensibiliser les populations. Non, monsieur, on n'a pas besoin de traumatiser les populations. Les gens nous regardent, faites attention. La population, elle a besoin d'être rassurée. 2010, personne n'a envie de le revivre. Je ne sais pas si vous êtes resté en Côte d'Ivoire. Si vous êtes resté en Côte d'Ivoire,
vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez pas parlé comme ça. On fait attention aujourd'hui, on sensibilise et on rassure. On sensibilise et on rassure. Mais si vous commencez déjà à dire que ça va être l'hécatombe, on ne va pas s'en sortir. Mais la fraude entraîne l'hécatombe. Il vous appartient de prendre des mesures correctes. Mais nous prenons ces mesures. Parlant de fraude, je lis ici l'article 209 du Code pénal. Lorsqu'il n'y a pas fraude, il ne faut pas dire qu'il y a fraude. Voilà. Sinon, c'est pénalement... Je vais vous donner des cas de fraude, si vous en voulez. Monsieur Kra, vous prenez ce gars-là. Monsieur Kra, on ne va pas vous laisser développer, s'il vous plaît, monsieur Kra. Laissez-moi intervenir. Oui, justement. Voilà, donc je demanderai à monsieur, s'il vous plaît, qu'on avance, que chacun puisse s'exprimer. Monsieur Dibaï Dodo, dites-nous un peu, la proclamation qui nous semble un peu tardive des résultats par la Commission électorale indépendante n'est-elle pas une façon de suspecter et de créer des inquiétudes et peut-être des possibles violences? Avec l'expérience que le pays a, quand même, attendre plus d'une semaine pour avoir les résultats. Merci. Avant de répondre à cette question, je voulais quand même faire la précision. Assez rapidement. Les forces de l'ordre qui sont dédiées à la CEI doivent prendre leur ordre auprès de la CEI et non pas de la hiérarchie des forces de l'ordre pour que la CEI s'assure que les instructions données vont être appliquées. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit de créer une police spéciale. OK. Bon, pour la question de la proclamation tardive des résultats, je pense que c'est le processus qui est long et fastidieux. Vous savez que quand on proclame dans les bureaux de vote, la compilation est faite après le dépouillement. Après le dépouillement, la compilation est faite au niveau de la sous-préfecture. De la sous-préfecture, on passe au département. Du département, on passe à la région. Dans tout ce processus, il peut y avoir des déperditions. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, il faut voir maintenant, il faut repenser pour voir si les choses doivent aller vite et pour que aussi ça soit propre lorsqu'on a les derniers résultats. Pour ne pas qu'à la base, avec les PV que nous avons, les résultats proclamés officiellement soient totalement différents. Sinon, le processus, on va maintenant est remis en cause par rapport aux différentes étapes qui sont nombreuses. Voilà. Nous en sommes conscients. D'accord. Tous les acteurs politiques en sont conscients, et même de la société civile. Et le retard est très angoissant. Il faut s'adapter à la nouvelle technologie. Il faut se moderniser. Et c'est pour cela qu'il faut moderniser le système de votation en Côte d'Ivoire. Pour faire en sorte que la transmission des résultats ne parte pas à pas de tortue. Parce qu'aujourd'hui, de façon instantanée, on peut avoir des résultats. Et nous avons fait des propositions dans ce sens, de sorte que le résultat qui est proclamé dans le bureau de vote soit affiché sur le site de la CEI automatiquement. De sorte que tout le monde puisse vérifier. Et cela va enlever toute suspicion de fraude. Parce que quand les résultats sont transférés par voie manuelle, ça entraîne des suspicions. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça où les procès-verbaux même ont été repris. Et nous avons des exemples. On ne va pas les citer. On ne va pas citer tous ces exemples. Et je pense qu'il faut moderniser notre système de votation. Il n'y a pas de débat. Et c'est pour cela que nous avons proposé la transmission de façon électronique. Monsieur Kra dit exactement ce que je venais de dire. Ça veut dire qu'au moins, on a des points de convergence. Merci, madame. Merci, madame. Alors, je voudrais que l'on regarde un peu au niveau des personnalités politiques que vous représentez, des partis politiques que vous représentez ici. On a eu vos avis. Mais qu'est-ce que vous pensez des discours que devraient tenir, des attitudes aussi que devrait avoir la société civile et puis certaines communautés? Je pense par exemple aux communautés religieuses. Elles ont un rôle. Elles ont un rôle, bien sûr. C'est un rôle de sensibilisation, un rôle d'apaisement, n'est-ce pas, parce que là, le religieux travaille d'abord sur la conscience de la personne. Donc, c'est des appels à la conscience, des appels à l'apaisement. Et puis, surtout, quand même, vous savez, il faut qu'on apprenne aussi aux gens à respecter l'autorité. Ça, c'est un problème qu'on a souvent dans nos pays, pas spécifiquement en Côte d'Ivoire. Il y a le manque de respect de l'autorité qui entraîne souvent des déviances et qui nous amène à ces difficultés. Okay. Donc, nous sommes en train de conclure comme ça avec les religieux. Vous êtes presque en prière. Alors, monsieur, par rapport à la chefferie traditionnelle, quand même la chefferie traditionnelle aussi. Merci. Nous voulons la paix, nous voulons des élections apaisées. Et ces élections seront apaisées parce que nous avons
des institutions qu'il faut, des organes qu'il faut pour qu'il y ait des élections apaisées. C'est de la responsabilité de tout le monde. La paix, la protection de la paix est de la responsabilité de tout le monde, les partis politiques, tous les acteurs politiques, y compris les chefs traditionnels, qui sont de façon plus large les éléments de la société civile. Aujourd'hui, le langage que nous devons tenir, c'est un langage responsable. C'est un langage d'apaisement. C'est un langage qui doit amener chacun de nos concitoyens à considérer l'intérêt de la nation, l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire au-delà de nos intérêts partisans. C'est ce langage que nous devons tenir. Je voulais simplement dire une chose, très rapidement. Juste pour qu'on conclue. Pour conclure, hein. Oui. Voilà, je voulais dire que je voulais vraiment rassurer la population ivoirienne au nom donc, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du parti du RHDP, et dire que les élections vont bien se passer, qu'il n'y aura rien, tout sera sécurisé et les Ivoiriens pourront voter dans d'excellentes conditions. Je voulais vraiment rassurer la population ivoirienne. Vous n'allez pas. Sur la question des religieux et de la société civile, il faut dire que la Constitution de 2016 donne un rôle accru à la société civile. Et désormais, ils doivent participer à la promotion de la démocratie. Et la démocratie, c'est les élections. La démocratie, c'est la sensibilisation. La démocratie, c'est l'alerte précoce. Et c'est tout à fait normal que des acteurs de la société civile se préoccupent de la situation de leur pays. Alors, pour conclure, comment avez-vous observé le rejet, les réactions qui ont suivi la proposition de marche de prière des catholiques? Non, pas le débat, juste je crois que juste une réaction. Pour nous, c'est une question de fébrilité. Chacun est dans son rôle. Et l'État a un rôle régalien de garantir la sécurité de tous les citoyens et ne pas empêcher les mouvements de se faire. Mais qui vous a dit que l'État empêché? Si les religieux veulent faire une marche, c'est leur droit de faire une marche. Mais l'État n'a pas du tout empêché les religieux. Les chefs traditionnels, par contre, aujourd'hui, les chefs traditionnels sont une institution qui se trouve là. Ils sont une institution. Ils sont institutionnalisés. Donc, ils ne jouent plus le même rôle qui est... Ils ne sont plus un démembrement de la société civile. Ils sont maintenant des institutions étatiques et ils doivent jouer leur rôle de représentants de l'État dans leurs différentes institutions. Et puis, les autres, je pense qu'il leur appartiendra de faire la lettre précoce et que tous les acteurs puissent véritablement prendre conscience de ce qui nous arrive et de l'enjeu qui est la paix. Oui. Donc, non, permettez quelque chose, on va conclure. Nous débordons. Par rapport à la société civile et les communautés, je pense qu'elles ont un rôle capital à jouer dans le processus électoral pour qu'il y ait la transparence, pour qu'il y ait véritablement une élection sans violence. Donc, elles doivent sensibiliser. Mais si c'est la conclusion en même temps, je pense que je peux aller. Mais je voudrais aussi dire que l'opposition existe. Il faudra que cette opposition soit écoutée lorsqu'elle pose des problèmes réels de la nation et même pour l'organisation, je dirais, de ces élections. Il ne faudra pas qu'on dise que l'opposition bavarde ou fait des faux débats. Alors, on vous a écouté, on vous a entendu. Cela n'est pas normal quand nous sommes dans une nation bien organisée où il y a, je dirais, des démarches... Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie tous. Juste préciser. Je voulais juste vous remercier et vous dire que l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, n'a pas du tout mis la pression sur les religieux, mais je dois simplement dire que ça a été de la récupération politique. Et c'est pour ça que les religieux eux-mêmes ont décidé de ne plus faire la marche priante, mais de la faire à l'intérieur de l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Je n'ai pas entendu monsieur parler de l'État. Je n'ai pas entendu dire que c'est l'État, c'est une autorité. Non, on a dit que ça a été, il ne faut pas empêcher. Non, s'il vous plaît, nous sommes en train de conclure. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour vos échanges. Le ton est resté bon tout en étant élevé. Par moment, c'est une question de tempérament. C'est la preuve qu'on peut être opposé, on peut être en compétition et puis échanger dans la paix, échanger calmement, dans la courtoisie. Et nous osons croire que c'est dans ce sens que les élections prochaines iront et se dérouleront. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Merci, Monsieur Grave, madame. Oui.
Merci beaucoup. Ah, restez en place un peu. Demain à 17h. 17h, on sera ensemble. Ça dure combien?